Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Reptiligne. Alors aujourd'hui on n'est pas chez Reptiligne à Gazeran, on est à Agadir au Maroc. On est en plein mois de février, le 14 février c'est la Saint-Valentin, nous on la fête avec des crocodiles. Il fait 29 degrés, il fait hyper beau et je vais vous faire visiter le Crocopark d'Agadir, le parc de Luc Fougerolles, un Français qui est venu s'installer ici et qui a monté un superbe parc aux crocodiles. Venez, je vous emmène à l'intérieur de la baie. Regardez cette vue magnifique, il fait un temps splendide. Donc là je suis sur la terrasse du restaurant du parc. Superbe terrasse, tellement agréable de prendre un verre, de manger un petit bout ici, au soleil, sous les parasols, en contemplant ces fabuleux crocodiles du Nil. Comme vous le voyez, les crocodiles du Nil sont vraiment des dinosaures. Et comme d'habitude, les reptiles, leur but dans la vie, c'est pas forcément de dépenser un maximum d'énergie. Vous voyez, même avec tout l'espace qu'on peut leur donner, ils sont surtout en train de lézarder au soleil. Donc une installation incroyable. Regardez là-bas, on en voit un qui thermorégule, qui ouvre sa bouche. Thermorégulé au soleil. Magnifique. Donc quand on parle de thermorégulation chez les reptiles, ici c'est un bon exemple parce que donc on est à Agadir en plein mois de février. Donc la journée il peut faire très chaud, par exemple aujourd'hui il doit faire dans les 27-26 degrés. Hier il faisait à peu près 29 degrés. À savoir que la nuit la température descend vraiment. Et comme vous le voyez, les crocodiles prennent les infrarouges A et B provenant du soleil. Mais ils utilisent aussi les infrarouges C procurés par les cailloux qui sont chauds. Et ils sont capables, évidemment, quand la nuit baisse, de chercher confort au niveau thermique dans l'eau, qui va les protéger des températures extrêmes. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir, nous en terrariophilie, en terrarium, on veut toujours que les choses soient faites de manière hyper progressive, on va baisser de degré en degré. Donc vous voyez, en fait, en conditions naturelles ou semi-naturelles, comme ici dans un parc, en fait, là aujourd'hui, il est 15h36, il fait 26 degrés, il y a du soleil, c'est un peu voilé, il y a pas mal de vent. Quand la nuit va tomber, la température va chuter vraiment et là après, là on sort les suites, etc. Et la nuit, actuellement, il doit faire dans les 19 degrés. Donc il y a vraiment des décalages thermiques assez importants. Donc les reptiles sont faits pour s'acclimater à ça grâce à du comportement. Donc ils vont trouver des endroits qui leur vont bien d'un point de vue thermique. Et c'est ces variations de température qui vont aussi vachement influer sur les comportements de reproduction. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite en captivité. C'est pour ça que parfois, il faut être un peu plus draconien qu'on l'est en captivité pour arriver à déclencher des processus de reproduction. C'est très intéressant d'observer les reptiles en milieu naturel ou semi-naturel pour pouvoir ensuite après développer des stratégies en captivité. Donc vous voyez là le terme lézardé est particulièrement approprié et dans ce type d'environnement, eh bien, il y a des reproductions qui se passent dans le parc sans pour autant qu'elles soient vraiment souhaitées. La place que Luc donne aux crocodiles dans le parc est vraiment énorme, un peu plus de 2 hectares. Donc ils ont vraiment de l'eau, des plages, il y a des caves aussi assez profondes, on en reparlera tout à l'heure, on va lui poser des questions là-dessus. Bonjour Luc, merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir. Il est déjà connu en France parce que tu as monté la première ferme aux crocodiles en France, si je ne m'abuse. À Pierre-Latte, oui. À Pierre-Latte, c'était en quelle année? En 1994, waouh, ça commence à faire. Et c'était à l'époque totalement novateur parce qu'il n'y avait jamais eu de parc à crocodiles de ce type en France. En effet, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de présentation de ce type, ni en France, ni même en Europe. Donc le principe, c'est que tu as créé une énorme serre pour y loger 300 crocodiles, c'était à l'époque. Oui, le principe, c'était un petit peu d'avoir un jardin dans lequel les gens se promènent, et se promènent aussi au milieu des crocodiles.
Les plus gros crocodiles du parc ont 15 ans et les plus petits ont 7-8 ans. Alors Luc, je voulais te demander, c'était quoi ta première espèce de crocodile? Moi j'ai une histoire avec les crocodiles, une histoire qui date évidemment de très longtemps. Bon, mon premier souvenir, enfin, c'était assez amusant, j'étais à Bordeaux. C'est mon arrière-grand-mère qui s'occupait de moi, j'avais un problème physique, bon, je ne vais pas venir dessus. Et elle m'emmenait chez un professeur à Bordeaux régulièrement et on passait rue Sainte-Catherine. Et rue Sainte-Catherine, à l'époque, il y avait une animalerie où il y avait plein de bébés caïmans puisqu'on en trouvait partout dans les animaleries. Incroyable. C'était en quelle année? Je veux pas. Ouais, là t'es un peu indiscret. Dans les années 60. D'accord. Okay. Allô? T'étais pas né encore, c'est ça? Ah non, ça bon, enfin bon, peu importe. Et évidemment, mon arrière-grand-mère, gentille comme elle était, malgré tout, elle a refusé de m'acheter un caïman. Merde. Et puis après, très rapidement, enfin quand j'avais 14 ans, j'ai un copain de Marseille qui était pensionnaire avec moi à Carpentras. Et un lundi matin, il arrive et il dit « Ouah, tu sais pas, Luc, dans une animalerie à Marseille, il y a plein de bébés caïmans à vendre. » Alors là, je sais pas, j'ai pété un boulard, c'est un truc, c'est une maladie bizarre quand même, cette histoire, mais bon. Il y en a sûrement qui vont me comprendre, mais c'est un peu bizarre. Moi, en tout cas, et puis, le week-end qui est venu, je suis parti à Marseille, j'avais 14 ans, sans rien dire à mes parents, et je me suis retrouvé cours Lieutot, devant le Canari Bleu. C'est l'animalerie, et il y avait plein de caïmans. Et il coûtait 50 francs. J'avais pas les 50 francs, donc j'ai dit à la dame, je me souviens comme c'était hier, ce serait bien que vous me gardiez un caïman. Bon, je sais pas si elle a gardé ou pas. Et puis je suis revenu quelques temps après, je sais pas combien de temps, 3 semaines ou 5 semaines après, avec une boîte en carton de tennis, de balles de tennis, et 50 francs. Je suis reparti avec mon caïman, super content. Et j'ai surtout eu le droit de le garder à la pension, en salle de sciences, où tous mes potes ont pu en profiter. Ah, génial. Et toute l'année, je l'ai gardé là. Ah, mortel, c'est une super histoire. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, on commence à voir, on est un peu plus grand, un peu plus vieux, on commence à voyager, à partir en Amérique du Sud, en Guyane, etc. Voilà, l'histoire a commencé comme ça en tout cas. Mon père avait des serres de culture, principalement de culture maraîchère. Et puis, moi j'avais quelques caïmans à la maison. Et puis je me suis dit, c'est con de les avoir à la maison. Il y a de la lumière, c'est chauffé, il y a du soleil. On va faire un grand bassin. Et puis avec des copains, le week-end, quelques week-ends, on a fait un bassin. Je vais dire pas grand ou grand, je sais pas, enfin, il veut faire 6 sur 8, quoi, quelque chose comme ça. C'est déjà cool, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux qu'un terrarium. Voilà, c'est déjà mieux qu'un terrarium. Mais ça a commencé comme ça. D'accord. Et là, ça s'appelait la serre au croco. Donc je vendais des plantes. Ouais. Et cette serre de vente de plantes, ça s'appelait la serre au croco. C'était un peu les mascottes de la boutique. C'était les mascottes de la boutique. Et puis alors, je vendais des plantes. Et donc cette serre était ouverte le dimanche. Et le dimanche, il y avait plein de gens qui venaient pour voir les caïmans. donc j'étais vachement content, mais il n'achetait rien. Et alors j'ai fait un truc qui m'a servi pour plus tard, c'est que j'ai fait payer l'entrée 10 francs, remboursé sur un achat. Pas donc, pour se faire rembourser, il commençait à acheter des trucs. Un petit truc à 12 francs ou 15 francs, mais bon, tu vois, ça permettait la vente. Et puis là, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est de faire une serre avec des animaux, comme si c'était en liberté, et voilà, donc tu vois ça. Ça a été l'embryon de la ferme des crocodiles. Ça a vraiment été l'embryon de la ferme aux crocodiles, puis de Crocopark à Agadir aujourd'hui. Excellent. Ouais. Superbe histoire. Cool. Celui-là, il est assez branché Saint-Valentin. Regardez comme ils sont bien. Alors effectivement, c'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler le biotope d'un iguane vert, mais comme quoi, vous voyez, ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème à partir du moment où ils ont
des bonnes conditions au niveau de la chaleur, de l'exposition aux UV et une bonne nourriture et tout, ils s'adaptent vraiment super bien. C'est particulièrement cool ici à Crocopark, c'est que voilà, Luc a voulu aussi mettre, un peu comme il le fait avec les crocodiles, les animaux en situation sauvage, de liberté. Et donc là on voit deux femelles iguanes verts, iguana iguana, donc un reptile qui est très courant en captivité, qu'on voit souvent en terrarium. Donc vous voyez qu'ils vivent ici, et en fait ce qui est génial pour les gens en fait, c'est qu'elles sont assez proches. Donc là elles remontent tranquillement, et on peut voir que celle du haut est gravide. Vous voyez, c'est un animal qui vit donc en Amérique du Sud. On le trouve du Mexique jusqu'à l'Amazonie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à associer cet animal aux forêts tropicales. Ici, vous voyez, dans un biotope quand même assez sec, qui pourrait s'apparenter à celui du Mexique. En grossissant le trait, vraiment en simplifiant les choses, vous voyez, ces animaux vivent parfaitement ici à Agadir. En fait, les reptiles ont cette capacité en fait de s'adapter à vraiment des conditions particulières de température. Alors évidemment, ils ne s'adapteraient pas dans la forêt de Fontainebleau, mais ici, comme les températures au final sont assez proches ou d'ici peu de ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur habitat naturel, ça fonctionne tout à fait. Ils vivent très bien ici, et les animaux se reproduisent. Donc on peut le voir avec ces femelles qui sont gravides. Donc là en fait elles s'approchent très près des gens, et c'est vrai que j'ai bougé un petit peu vite mes mains et tout ça, donc elles sont remontées. Mais voilà quoi, je trouve que c'est vraiment excellent de pouvoir voir des animaux comme ça qui ne sont pas dans des terrariums, qui sont présentés au public totalement librement dans un espace. Et vous voyez, les animaux savent très bien garder leur distance, donc il n'y a pas vraiment de danger par rapport aux visiteurs. De toute façon, c'est pas des animaux qui sont de toute façon dangereux. Mais donc voilà, et ici on peut voir aussi des terriers qui ont été aménagés en fait pour que les iguanes puissent se réfugier pour éviter les températures trop froides. Comme je vous l'ai expliqué, ici à Agadir, les nuits elles peuvent descendre jusqu'à 3 degrés, donc une certaine partie de l'année. Mais après, en journée, c'est toujours un endroit du Maroc où il y a des journées vraiment très ensoleillées, et la température remonte beaucoup la journée. Moi, la question que je voulais te poser, question bateau qu'on pose à tout le monde, comment ça a commencé ta passion des crocodiles? J'ai eu la chance, j'ai toujours parlé de chance, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être ici, d'être à Agadir, d'avoir une maison, un frère de maman qui était un amoureux des reptiles, qui les connaissait bien, et qui m'a en quelque sorte initié. Qui t'a donné le virus? Qui m'a donné le virus, voilà, qui m'a transmis le virus. Ça a commencé comme ça, et puis après il y a eu beaucoup de circonstances chanceuses, encore une fois. C'est que mon père a monté les cerfs en France, et que rapidement je me suis dit, tiens, les serpents ou les crocodiles seraient mieux sous les cerfs, que dans un petit terrarium avec une lumière, un petit chauffage. Parce que tu avais des reptiles en fait dans des terrariums au départ. J'avais des reptiles en terrarium. Et voilà, j'ai commencé comme ça, par un grand terrarium. D'ailleurs, à Pierre-Latte, j'habitais dedans, donc c'est toujours un terrarium dans lequel j'habitais moi aussi. Ça a commencé comme ça, et puis à Pierre-Latte, on est passé à Agadir, donc revenu aux sources un petit peu, et puis ici, refaire ce qu'on faisait à Pierre-Latte, mais en plein air. Ça rajoute évidemment plein de choses, parce qu'il y a le vrai vent, il y a des vrais insectes, il y a des vraies libellules, il y a des vrais oiseaux, il y a les nuages. Incomparable. Une magnifique allée de papyrus. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas du papyrus, c'est papyrus égyptien. Du papyrus égyptien en plus. Attention, précision.
t'emmène voir ce qui se passe sous les crocodiles. Hop. Là voilà, grâce à cet espace vitré, on peut venir au plus proche des crocodiles. Regardez, et ma main, elle est là. C'est vraiment super. On peut les approcher sans risque du coup. Pour admirer la beauté de leurs yeux verts. Regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment génial d'avoir un espace comme ça où on peut vraiment les approcher. Et il y en a même qui vont jusqu'à monter sur la verrière. Donc là, on peut avoir une bonne vision du ventre du crocodile. Et ici, le cloaque. On voit très bien les caillures. Voilà comment ça se passe en dessous. Donc là, on est carrément immergé au niveau de l'enclos des crocodiles du Nil. Donc c'est vraiment excellent parce qu'on peut vraiment les approcher près. Vous voyez, je suis à 30 cm de sa tête. Donc évidemment sans risquer quoi que ce soit. C'est sûr que c'est toujours sympa de pouvoir les approcher au plus près, moi j'en ai toujours envie. Là vraiment on peut observer tous les détails du crocodile, donc la dentition, l'ostéoderme. On peut remarquer par exemple qu'il lui manque des bouts de doigts, c'est très fréquent chez les crocodiles en fait. Des fois il leur manque carrément un membre. Donc les animaux, en fait ces animaux, les crocodiles, en fait on a découvert qu'ils avaient vraiment une capacité de cicatrisation hyper étonnante, et ça a été étudié par des chercheurs. Alors je crois qu'ils ont appelé ça la crocodiline, donc c'est je me rappelle plus exactement, j'avais lu un article là-dessus. Là on peut vraiment bien voir l'œil du crocodile. Donc ce qui est très intéressant, donc c'est comme chez les varans en fait, c'est il y a une paupière haute, une paupière basse et une troisième paupière qui part de l'avant vers l'arrière, qui protège l'œil, enfin qui nettoie l'œil. Et en fait, quand il ferme son œil, c'est la paupière basse qui remonte vers le haut. Et cette paupière, elle contient une petite plaque osseuse qu'on appelle le tarsus qui protège l'œil en fait quand la paupière est fermée. Et vous voyez, en fait, ils sont pas du tout perturbés par le fait qu'il y ait des visiteurs. Ils sont intelligents, ils savent qu'ils risquent rien. Et ça permet d'observer les animaux de très près. Donc là, je sais pas si vous l'avez vu fermer son œil, mais c'est toujours tellement fascinant de les regarder. Là, hop, là, pof, il le réouvre, on voit bien la paupière, la troisième paupière qui passe sur l'œil. Ils sont vraiment bien équipés pour justement protéger leurs yeux pendant les combats ou pendant la prédation, donc quand ils attrapent une proie. On voit bien aussi la dentition qui est assez impressionnante. Ces animaux-là donc sont pas très grands, ils sont pas encore adultes. Donc là, ils font partie des plus petits modèles qu'on peut trouver à Crocopark, qui vont, une fois adultes, avec les années, ça peut mettre vraiment de nombreuses années, 30 ans par exemple, mais atteindre des tailles jusqu'à 5 mètres. C'est vraiment du beau crocodile. On voit aussi les pattes bien palmées qui leur permettent de nager à l'arrière. Ils utilisent leur queue, mais ils utilisent aussi leur membre arrière. Ce qui est étonnant aussi chez les crocodiles, c'est vraiment cette capacité à être totalement immobile et à pouvoir déclencher un mouvement hyper rapide, comme on a un petit peu l'habitude de le voir chez les serpents, chez les reptiles qui sont totalement immobiles, qui d'un seul coup peuvent bondir ou se détendre. Donc voilà quoi, c'est vraiment un mode de présentation que j'adore, qui est vraiment excellent, qui nous permet de les approcher. Donc on a vu tous tes crocodiles dans les enclos, là 325 crocodiles. Alors explique-moi un petit peu comment se passe le nourrissage quand on a une grosse colonie de crocodiles comme ça dans la même enceinte au final. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut bien réaliser que la plupart du temps, mais je crois que tu le sais bien, les animaux captifs sont toujours trop nourris. Ça c'est clair, j'arrête pas de le dire. Il faut faire vraiment attention à ça. Après, il faut savoir que pendant toute la période hivernale, c'est-à-dire entre 3 mois et 4 mois, ils ne sont absolument pas nourris. Parce que l'eau est froide et qu'ils ne seraient pas capables de digérer correctement. Donc là, en fait, on est en février. Donc ça a commencé quand? Ça a commencé en novembre. Novembre et jusqu'à? Jusqu'à qu'il fasse beau.
D'accord. Donc ça peut être mars. Avril. Ouais, mars c'est sûr. Mars, c'est sûr. Mars c'est sûr. Mais dès que l'eau remonte à plus de 20 degrés. Là, on a fait le tour des parcs ensemble et franchement, les crocos, même après plusieurs mois de jeûne, enfin, ils sont bien gros, bien gras. Ils sont même certains, tu te dirais, presque trop gros, quoi. Donc non, en je fait, suis sûr qu'ils sont trop gros. Ouais. Et on n'est pas capable de voir à l'œil nu s'ils ont maigri ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est donc pour vous dire que en fait, les reptiles consomment mais tellement peu d'énergie, et surtout en plus quand la température baisse. Luc est d'accord avec ça. Moi, j'arrête pas de vous le dire dans les vidéos. En captivité, on nourrit beaucoup trop nos reptiles. Je le répète toujours, ils sont faits pour vivre avec le moins, pas avec le plus. Ils savent pas faire avec l'excès de nourriture. Alors quand la saison repart, on considère que les crocos mangent à peu près 3% de leur poids par semaine. Les crocos qui sont là font 70 kg en moyenne. Tu vois. On joue avec ça. Et après, on leur donne des petits morceaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bagarre autour d'un même gros morceau pour éviter les blessures et distribuer le plus largement possible. Donc par exemple des coups de poulet. En tout cas, quand on recommence le nourrissage, ça c'est important parce que là ils ont faim, ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Donc ils auraient plus de tendance à être plus excités au moment du nourrissage. Beaucoup plus excités au moment du nourrissage. Et là il faut donner en grande quantité des coups de poulet de façon à ce qu'il n'y ait pas de bagarre et en tout cas pas de blessure entre eux. Et je vois ton geste en fait, tu fais comme ça, comme si tu étalais. Je sème. Voilà, tu sèmes du coup de poulet à tout vent quoi. Donc tu vas étaler sur plusieurs mètres du coup de poulet. Tout autour des bassins, de façon à ce que chacun en ait un peu. Et là, on commence doucement. À leur donner 150 grammes, enfin l'équivalent de 150 grammes à 200 grammes par animal. Et après, dans la saison, on les nourrit un peu plus. Parce que bon, on fait du spectacle aussi. Enfin, c'est un moment quand même très spectaculaire. On a beaucoup de visiteurs. Et là, on les nourrit 3 fois par jour, mais peu. Des petites quantités. Des petites quantités, mais pour les faire bouger. De toute façon, c'est aussi quelque chose qui se passe dans la nature, puisque des fois ils peuvent tomber sur des grosses proies, et puis des fois, comme ils sont opportunistes, ils vont manger quelques petites proies qui vont passer par-ci par-là. Un gros crocodile peut aller bouffer une grosse sauterelle qui va tomber sur l'eau, il va la chercher. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, on a tendance toujours en fait à imaginer que les gros reptiles, que ce soit des gros serpents ou des gros lézards, vont manger que de la grosse proie. Et or, c'est faux. C'est complètement faux. Alors nous, on leur donne aussi de la viande rouge, avec de l'os, beaucoup d'os, parce qu'ils sont en croissance quand même. Donc il faut un apport de calcium. Beaucoup de calcium et vitamines. D'accord, et vous donnez un complément, un polyvitaminé que vous mettez sur le poulet. À tous les repas. Et tu m'avais parlé aussi tout à l'heure quand on discutait de têtes de poisson aussi. Alors on donne des têtes de truites, parce qu'on a un élevage de pas très loin, et donc des déchets de poisson, qui sont un peu onéreux évidemment, mais qui sont très bons et qui... Enfin, on dit que je suis spécialiste, j'ai pas du tout l'impression. Je pense que tu as un peu d'expérience quand même. Non, bien sûr, mais j'ai surtout l'impression de ne pas en savoir grand-chose. Mais on essaye de varier le plus possible, de façon à moins se tromper possible. Mais est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Après, vu la qualité de tes animaux, enfin moi, de ce que j'en vois, je les trouve, ils ont des dents nickel. Aujourd'hui, ils sont très beaux, c'est clair. Ils sont magnifiques. Donc, on peut se dire, enfin moi, je pense que c'est aussi les animaux qui parlent. Moi, je pense que ce qui est important dans l'élevage des animaux, c'est vraiment l'observation, observer ces animaux. Et c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui avec Internet et tout ça. Les gens regardent plus assez leurs animaux, ils vont vite demander des contacts, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Mais à partir du moment où un animal a un bon aspect, il a un bon comportement et tout, ça peut vouloir nous dire très souvent qu'on a la bonne recette. Bon, tu as déjà pratiqué, j'imagine ça, à la ferme au crocodile à l'époque, tu avais un peu le même régime alimentaire? Oui, pareil. Voilà, pareil. Donc c'est quelque chose d'éprouvé. Pareil, mais par exemple, je pense que la viande rouge et avec de l'os, c'est important. Quelque chose qui se fait pas tellement dans les élevages de crocodiles, parce que ça coûte un peu plus cher, évidemment, que du poulet, basique. Mais je pense que c'est important quand même. Et je sais que depuis de nombreuses années, tu voyages à travers le monde pour aller voir des crocodiles, que ce soit dans la nature ou dans des fermes d'élevage. Et donc dans les fermes d'élevage, qu'est-ce qu'ils utilisent comme type d'alimentation? Là, c'est des fois un peu bizarre. Enfin, pour moi, c'est même un peu choquant quand je vois des palettes, là, enfin les croquettes, ou je sais pas comment on appelle ça. Des granulés, une sorte de granulés à crocodile, quoi. Des granulés à crocodile, notamment faits en partie avec du soja. Ouais, pour un animal complètement carnivore. Pour un animal complètement carnivore, pour moi, ça pose question. Ouais. C'est ça, plus de la farine de poisson. Je sais pas. Ça marche, mais bon. Dans les élevages de crocodiles dont tu parles, dont nous parlons actuellement,
des élevages pour la peau, donc les animaux ils sont tués très rapidement. Quoi qu'il arrive, le but c'est pas de les garder en bonne santé pendant 30 ans. Quoi. Voilà, ils sont c'est de les faire grossir. Quoi. Tués à 3-4 ans, mais bon, le principe ne me plaît pas du tout. Quoi. Ouais, je comprends carrément. Enfin là, nous, le but ici au parc, ton but c'est de les garder le plus longtemps possible. Mon but c'est de faire un paradis à crocodiles. Ouais, exactement. Et que le visiteur le ressente aussi. Mais ça se ressent, hein. Je te garantis que moi je suis un fan de reptiles comme tu le sais. Toute la journée je suis dans ton parc et je me suis vraiment super éclaté. J'ai vraiment profité d'eux, je les ai observés, nager. Enfin, ils ont vraiment une variété de bassins, de plages. C'est important qu'on puisse. On aime tous la variété. Les animaux, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour eux. Même pour les serpents, parce que bon, je vois tellement de terrariums insipides. C'est peut-être un mot un peu bizarre, mais... Ouais, je comprends, avec peu d'enrichissement en tout cas. Aucun enrichissement. Alors je pense que les serpents, ils ont aussi besoin d'enrichissement. Alors en fait, effectivement, il y a des serpents qui sont très intelligents et qui fourragent et qui se baladent et qui chassent. Effectivement, je pense que ceux-là en ont besoin. Après, il y a peut-être des serpents qui sont plus des prédateurs embusqués comme des bongersmets, des grosses bitis et tout ça, qui restent même dans la nature assez statiques quand même. Ouais, bien sûr. Et qui, ceux-là ont moins besoin d'enrichissement. Si je te montre une trace de bitis sur plus d'1 kilomètre dans la nature. Ah oui, oui. Peut-être qu'on avait filmé une fois. D'accord. Ouais, là ça montre que ça se déplace. Ça te fait poser quand même des questions. Ah, carrément. Et un cobra royal qui était en Inde, qui avait un émetteur, qui a fait 11 km dans la journée. Ah, je suis pas étonné parce que ça c'est des animaux justement qui chassent quoi, réellement, c'est pas des chasseurs. Là, il chassait la femelle. Ouais, c'était une période de reproduction. Mais ça motive. Voilà. Ça nous motive tous à bouger. 11 km dans la journée. Ouais, incroyable. Qui pourrait dire ça sans avoir télémétré. Incroyable. Je sais que les pitons diamants c'est pareil, en Australie ils font des très grandes distances. Donc je me méfie du discours de dire la grosse bitis, la machin truc, elle bouge pas. Effectivement quoi. Là on arrive dans l'entrée, regardez cette porte magnifique. Toute faite à la main par des artisans du parc. La porte sculptée avec les cobras et tout. Super classe. Voilà, alors je suis avec Mustapha, voilà, Mustapha est là, c'est Mustapha, c'est lui qui s'occupe des pitons réticulés, des anacondas au Crocopark. Donc il nous a permis de venir voir cette femelle, elle est assez grosse, vous voyez, l'enclos peut s'ouvrir de devant et il y a les loges derrière. Un beau spécimen, donc un animal qui doit faire dans les un bon 3,50 m, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça permet aussi d'avoir l'accès par l'avant. C'est assez rare dans les zoos en fait. Souvent l'accès est totalement clos devant et on rentre par l'arrière. Je ne les connais pas trop. On va voir sa réaction. Donc voilà, elle a l'air cool. Salut toi. On a ramené de France du taurus pour ensemencer l'enclos pour la prévention des acariens, des parasites. Donc vous voyez là, ils ont vraiment de la place, ils vont vraiment être bien ici dans cette nouvelle partie du parc qui va être ouverte à partir de mars, le 23 mars. Luc nous a permis de filmer ça en avant-première. Quel magnifique animal quand même, hein, un python réticulé, c'est vraiment, là c'est la forme classique. La forme classique est carrément magnifique. Hein. En fonction des localités, ils peuvent avoir des coloris différents. Et on voit vraiment un gros animal quand même. Donc il faut être prudent avec ce type de bête. Mais par contre, quand on les connaît bien, c'est des animaux qui peuvent être vraiment confiants. Et il n'y a pas de problème pour les manipuler, les bouger et tout, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de les connaître, de bien les aborder comme tous les serpents. Et après, c'est sûr que quand ils sont vraiment très gros, il faut être plusieurs, c'est mieux.
pour pouvoir les déplacer. Et puis on ne sait jamais si un jour il y a un petit incident, une petite réaction de peur ou quoi que ce soit. C'est toujours bien d'être deux au moins. Parce que c'est des animaux qui ont énormément de force. Là on rentre dans les backstage. Belle grosse tête de réticulé. Mets ta main. Regardez la tête, la taille de la tête, vraiment une belle bête. Et là on voit bien les accès à l'enclos. Alors souvent, ce qui est plus cool de faire au final, pour moins les apeurer, c'est de mettre d'abord l'animal dans la caisse et ensuite tu fous la flotte. Parce que des fois, rien que le fait de qu'il touche l'eau, ciao, il gicle du truc, tu vois. Sauf que là, on a mis l'eau à 30 degrés. C'est beaucoup pour un bain. Moi, c'est 27 max. D'accord. Ça les fait chier d'être à 30 degrés, ils poussent après. Donc voilà, on est dans les backstage de l'attraction de Croco Park, des réticulés Anaconda, le nouveau rocher spécial Python et Anaconda. Donc c'est une nouveauté qui va ouvrir le 23 mars 2019, donc ici à Croco Park. Donc là, il y a une femelle Python réticulé qui prend son bain. Vous voyez, une belle grosse femelle. Elle n'est pas géante, hein, mais elle est déjà très belle. Très sympa. Et vous voyez, si on est calme, si on est cool, tout va bien. Elle est peinarde dans son eau. Et elle est calme, elle est détendue. Alors souvent, on dit que ces animaux-là peuvent être agressifs et tout. Le terme est mal choisi. C'est soit ils ont peur de vous, parce que même s'ils sont très gros, ils nous considèrent quand même pour un prédateur. Soit ça peut être des réflexes de prédation. Donc là, elle ne me considère pas comme un prédateur, elle est habituée à l'homme et tout ça, avec les soigneurs qui sont à la cool avec elle, qui sont détendus. Là en plus, elle est dans un bain, donc ça aide beaucoup à détendre les animaux. Moi, je me suis souvent servi de ça avec des serpents qui étaient très craintifs, qui étaient très nerveux. Le fait de prendre contact avec eux quand ils sont dans de l'eau, quand ils sont dans un bain, en fait, ça aide vraiment à ce qu'ils associent l'intervention avec l'homme avec quelque chose de positif. Parce que pour eux, c'est agréable de se retrouver dans un bain comme ça. Et le fait que ça soit agréable pour eux et qu'ils associent ça avec la présence de l'homme, ça les aide à prendre conscience qu'on n'est pas une menace pour eux. Donc voilà, si vous avez des serpents qui sont un petit peu nerveux, un petit peu sur la crainte, la défensive, des fois le fait de les mettre dans des bains, voilà, et de les toucher pendant qu'ils sont dans l'eau, vous voyez, tranquillement, tout doucement, hop, on la touche sans lui faire peur, on la caresse, ça permet de prendre contact. Alors les réticulés, c'est des animaux qui sont vraiment très... ce sont des animaux qui sont vraiment très réactifs au niveau du toucher. Donc voilà, c'est des animaux qu'il faut traiter avec respect, il faut faire toujours attention quand on prend contact avec eux. Et voilà quoi. Après ça se passe bien une fois qu'ils sont en confiance. Super. Et donc c'est toi qui l'as formé le jeune homme là, ou il le connaissait déjà avant? Il a jamais vu un serpent avant. Il a jamais vu un serpent avant. Non mais je te promets. Ah mais comme quoi c'est... Regarde le trou, je sais pas. C'est une question de feeling, tu vois. Là, il part dans le trou direct. Hein. En fait, les serpents, ça marche bien quand t'as pas peur d'eux. C'est ça. C'est ça. Si t'as peur d'eux, c'est mort. Faut pas de... Tu peux en faire depuis 20 ans. Si t'as les jetons, tu te les prends dans la gueule. Si t'as pas les jetons, bah là il a encore pas mal de mue sur lui. Hein. Oh, l'esthéticienne. Hein. Ouais, il faudrait faire un trou dans la mue et tirer. Ouais, mais bon, ça va. Tu vas le voir de l'autre côté maintenant. Ouais. Le principe est intéressant à voir. Exactement, c'est pour ça que je le filme. Là, il y a du muscle. Là, et après tu vas retrouver la tête de l'autre côté. Ça va être cool.
faut que tu trouves le bout et le début et puis tu tires. Tu épluches. Tu épluches. C'est incroyable à force que ça. Est-ce qu'il y a Ah, il est ça. couché, là? À mon avis, ça part du cou. Hein. Il faut que tu partes au niveau du cou, Luc. Mais je vois rien là. Et c'est là-haut, regarde. Tu vois quelque chose? Oui, c'est au niveau du cou, juste après la tête. Là. Juste après la tête. Gentiment. Voilà. En fait, il faut partir du bout. T'as vu comme ils sont fous là? Ah ouais, parce qu'ils ont pas peur. C'est moi qui fais en fait. Vas-y, Michel. Dis-toi que c'est bon. Parle-lui, c'est bien. Moi, c'est ce que je fais. Je sais pas si on dit comme ça, mais la robe est magnifique. Ouais, on peut dire comme ça. Enrobé. Il a mieux à faire à la maison. Qui sort son gros rétique. Voilà. Tu veux la filmer de l'autre côté? Ah ouais, on va filmer là qu'elle rentre et puis. Le sourire est bon. Sourire est bon, en plus il y a le dos avec. Non, mais tu peux rester comme ça, Croco dos Park. argenté. Croco Park, non, pas le. Non, toi Ah, t'es trop jeune encore. Donc quand on met en place une telle présentation au public, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc le bien-être des animaux, le décor, mais aussi le rendu pour le visiteur. Et là, tu trouves que finalement, il n'y a pas encore ce qu'il faut au niveau de la vision, au niveau des glaces. En fait, c'est ça qui te perturbe. Ah ben ça va pas du tout. Pour l'instant, ça va pas du tout parce que on a trop de reflets dans les vitres, donc il faut casser ce reflet dans les vitres. Et puis les animaux ne sont pas suffisamment visibles. Les gens, personnellement, ça ne me dérangerait pas complètement. Mais après, les gens qui vont venir ici, ils veulent vraiment voir les animaux et bien les voir. Donc, Il faut toujours penser il est au nécessaire que tout le monde soit content. Que d'abord les animaux soient dans de bonnes conditions, ça c'est évidemment la première des choses. Mais après aussi que les visiteurs soient contents. Il ne faut pas oublier que c'est un spectacle, que ce sont les visiteurs qui doivent rapporter une bonne image de l'endroit. Tout à fait. Et c'est ça qui est vachement intéressant, que moi ce qui me fascine quand je viens te rendre visite et tout ça, c'est des problématiques que nous on n'a pas du tout par exemple dans l'élevage et qui sont super intéressantes parce que évidemment en tant que passionné de reptiles on a toujours rêvé d'avoir un vivarium ou de faire des grands terrariums comme ça de présentation et tout. Et il y a des tas de détails et des tas de choses à prendre en compte. Donc quand vous visitez un endroit qui est terminé, comme le parc qu'on va vous montrer en détail, c'est magnifique, mais ça demande énormément de conception, énormément de travail. C'est vrai que quand on le visite, on a l'impression que c'est facile, mais en fait non. Vous voyez, il y a vraiment énormément de problèmes techniques à régler et qu'on va améliorer au fur et à mesure du temps. Et là, on voit déjà, il y a un très beau décor. Donc ça, c'est des gens qui travaillent pour toi dans le parc qui l'ont fait. Bon, ça, c'était un ami qui travaillait dans le parc depuis l'origine, puisqu'il a fait la tête de crocodile. Ah oui, la tête de crocodile de l'entrée que je vous ai montré, qui est absolument magnifique. Donc, Michel Bultel, qui est aujourd'hui à Pékin en ce moment pour l'Instant Studio. Donc c'est un ami, un mec que j'adore. Et qui est spécialiste des décors. Et qui me bluffe chaque fois qu'il vient ici. Faut dire que moi personnellement, j'ai été impressionné déjà par la tête de crocodile à l'entrée. Elle est absolument magnifique. J'ai été à Gatorland où ils ont un truc un peu dans le même goût qui est complètement kitsch. Là, on a vraiment une magnifique tête, même l'œil il est brillant et tout, elle est vraiment fantastique. Et là, le décor, je le trouve vraiment super bien réalisé. Et ça doit pas être évident de mettre au point quelque chose qui est à la fois esthétique et pratique et techniquement valable pour les animaux. Tiens, on voit Nanaconda qui arrive là-bas. Là. Pour moi, on n'y est pas encore. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche de créer un enclos tip-top à la fois pour les animaux et pour les visiteurs. C'était ça un petit peu le but de cette discussion. Mais je trouve ça tellement passionnant et vraiment ça doit être génial d'avoir ça comme... C'est génial quand on arrive à faire ce qu'on avait dans la tête.
Alors moi, quand je vois un parc comme ça, enfin, c'est un projet tellement énorme, j'ai une question qui me vient qui est peut-être un petit peu bizarre, mais et puis il faudrait peut-être vachement longtemps pour répondre, mais en fait c'est comment on démarre la conception d'un parc comme ça, que c'est une idée qu'on a dans la tête et puis on la couche sur le côté. Comment tu peux, je sais que tu en as fait plusieurs, donc des parcs à crocodiles, et ça m'a toujours épaté de te voir faire, et j'aimerais savoir comment tu démarres le truc en fait. Oh, la question. La question, ouais. La maman de toutes les questions. Je sais pas comment je démarre. Alors pour ici c'est plus simple. Pour ici alors. Pour ici, ben, on nous a proposé ce terrain. Donc ce terrain, il était en descente, légèrement en descente, mais pas trop. Donc il y a déjà un mouvement du terrain. Donc déjà on fait avec ce qui existe, avec le mouvement du terrain. D'ailleurs les terrains accidentés, ça peut être des fois un avantage, ou en tout cas il faut en faire un avantage. Mais en tout cas, comme tu peux le voir, quand il n'y a pas d'accident, on les fait. Donc, bah ouais, donc autant qu'il y en ait. Donc autant qu'il y en ait. Ouais. Et quand c'est accidenté, en fait à l'œil c'est toujours plus agréable. Après, comment est-ce qu'on fait? Pour dessiner l'enclos des crocodiles. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a 3 bassins à des niveaux différents. Ouais. Alors ça permet d'abord qu'il y ait des chutes d'eau. Ouais, j'ai vu ça, j'ai trouvé des ça chutes d'eau importantes, dont le fameux toboggan où on voit des crocodiles descendre. Je sais pas si c'était vu ça à la télé ou en vrai, mais bon, on a fait beaucoup de vidéos, dont une qui a fait plus de, je sais pas combien, 10 millions de vues. Ah, génial. Bon, enfin bon, peu importe. Mais ça, j'avais envie de le faire. Et puis en plus, ça permet aux animaux de passer de l'un à l'autre, donc de bouger, encore une fois, de faire du sport. Nous, on fait du sport, pourquoi ils ne feraient pas un peu de sport? Enfin, bah ouais. Au moins de bouger, de ne pas être dans un petit truc confiné où ils ne peuvent pas bouger. C'est surtout pour tes visiteurs. En plus, moi, je sais qu'à chaque fois que je les vois bouger, voir des crocodiles, c'est génial, mais les voir que statiques, c'est chiant. Ah, voilà, donc, on a envie de les voir bouger, nager, etc. Et là, moi, j'en ai vu pas mal nager. Et après, c'est un autre avantage, c'est que ça permet de limiter les bagarres. Donc, le crocodile qui est dans le bassin du haut, évidemment, il ne voit pas celui qui est dans le bassin du bas, etc. Donc, s'il y a des animaux plus dominants que d'autres, ils peuvent. Ben voilà, ils sont à des endroits différents. Ils se répartissent le territoire. Ils se répartissent. Un peu comme dans la nature. Comme dans la nature, donc ça c'était important. Et après on a fait une cascade parce que bon, ça fait un circuit fermé. En fait, c'est un circuit fermé où les bassins sont complètement étanches, avec des bâches étanches, avec du ciment dessus. D'accord, et ton eau, elle est filtrée ou pas du tout? Mon eau, elle n'est pas filtrée, par contre elle passe dans un bassin des plantes aquatiques qui sont une certaine forme de filtration biologique. D'accord, les nénuphars, les jacinthes d'eau pendant l'été, les papyrus du Nil, les roseaux, etc. C'est déjà une forme peut-être pas tout à fait suffisante pour la quantité d'eau qu'on a, mais c'est déjà un premier travail. D'accord. Après les chutes d'eau, l'oxygénation de l'eau, c'est aussi important. Le fait que l'eau bouge. L'eau bouge. Après, on fait des bassins assez profonds. Ils font quelle profondeur? 3 mètres de profondeur là. 3 mètres. Donc ils peuvent vraiment plonger. Donc ils peuvent aller tout à fait au fond, ce qui permet qu'au fond on ait de l'eau qui soit moins froide quand il fait froid l'hiver en tout cas. Ouais, bah oui. Et puis donc eux en fait ils vont chercher un peu la chaleur entre guillemets vers le fond. Enfin, en tout cas avoir moins froid. Voilà, avoir moins froid quoi. Par exemple. Et puis ça permet pour la reproduction, enfin pour les accouplements aussi. Il faut qu'il y ait de la profondeur pour les accouplements? Bon, il n'y a pas besoin d'autant, mais c'est bien qu'il y en ait. C'est bien qu'il y en ait. D'accord. Voilà, puis après bon, il y a tout le côté paysager. Je vois que évidemment, qui est hyper important pour moi. J'adore ça, je suis passionné de ça. Maintenant, je visite beaucoup de jardins, même s'il n'y a pas d'animaux, pour voir comment sont faits les murets, quelles plantes on peut mettre, etc. Donc, ça me passionne aussi, en fait. C'est juste le fruit d'une passion de toujours, et donc de l'expérience, et puis... ça se ressent. Et puis essayer de mieux faire toujours aussi, hein, de surprendre. De surprendre aussi le bout du chemin, c'est que le mec, il a une grande perspective, mais au bout, il ne sait pas ce qu'il y a. Donc c'est toujours aller voir plus loin, la découverte, la surprise. Excellent. À chaque virage, il faut faire waouh. Regardez,
belles sulcata adultes. Regardez, je vais mettre ma main. Alors elles peuvent être beaucoup plus grosses que ça. Mais c'est vraiment de la grosse tortue. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous voulez élever des sulcata, ça devient vraiment énorme. Il faut de la place. Donc là, vous voyez, tout ça c'est leur enclos. Là, elles ont vraiment de quoi faire. C'est vraiment magnifique. On s'y croirait. Regardez celle-ci, elle vient de creuser un trou assez profond. Vous voyez ce que c'est capable de faire. Elles se reproduisent très bien dans cet enclos. Ils ont déjà eu plus de 80 bébés. Je vais essayer de m'approcher sans lui faire peur. Et là, on est tout en haut de l'enclos et on voit qu'il y a déjà plusieurs trous. Sûrement qu'elles viennent creuser ici pour pondre parce que c'est bien exposé. Peut-être c'est des conditions thermiques qui sont meilleures. Alors vous voyez, avant de se dire qu'on veut élever des sulcata, et notamment en France, où il faut pouvoir les chauffer tout au long de l'année, il faut être conscient que c'est des tortues qui deviennent vraiment très grosses, ça c'est sûr, mais surtout qui sont capables de terrasser comme des mini bulldozers, quoi. Donc il faut à la fois faire un enclos qui soit spacieux mais aussi bétonné et solide, parce que vraiment ça creuse d'une manière impressionnante. Je suis même pas sûr que j'aurais pu faire un trou comme elle vient de faire avec une pelle. Donc voilà, là on part, on est derrière Crocopark en fait, avec Luc et Sébastien, et on est à la recherche d'un petit gecko, c'est ça Luc? Un petit gecko endémique de cette région du Maroc. C'est un petit gecko qui vit uniquement dans ses euphorbes, c'est ça? Je sais pas si il vit, non, je peux pas dire qu'il vit uniquement dans ses euphorbes. Il vit dans ses euphorbes. Enfin, on le trouve par là. On le trouve dans les euphorbes. Est-ce qu'on le trouve ailleurs? J'en sais rien. Mais il est super? C'est super ou sous les rochers? Il peut être sur les rochers, mais il est très souvent dans l'amalgame de végétaux. L'amalgame mort de végétaux. Ouais, faut faire gaffe avec les mêmes parce qu'il peut y avoir du cobra. Du scorpion. Du cobra aussi. Ouais. Des cobras et des scorpions. Tu l'attrapes par la queue ou pas? Non, je l'attrape pas à la main. On n'a pas de pince. Ah, regardez ce petit scorpion. Mortel ou pas? Je pense que c'est pas cool. Tu vois, quand ils ont des pinces fines comme ça, des mains fines en général, c'est jamais bon signe. Puis, ça veut dire que si te pique, t'es mal quoi. Ouais, c'est pas terrible. Alors, à vérifier, mais c'est peut-être un Butus occitanus, un truc comme ça. Hello. Voilà, on est dans le pays du scorpion. Vous avez vu les coups de queue qu'il y avait? On va la remettre tranquillement sous sa pierre. Vous voyez, en fait, ils sont sous les pierres comme ça. Comme on peut l'imaginer. Ça me rappelle quand j'étais petit dans le Midi à Nice. Je passais pas mal de temps à soulever des pierres comme ça pour trouver. On a aussi des scorpions dans l'arrière-pays niçois. Et ça, c'est quoi, une crotte de bique? Il est là. Ouais, il y en a deux. Là, t'en as un. Il y en a un là-bas qui a. Ouais, bien vu. Attends. Vas-y, enlève, t'en as. Merde. Bon, lui, il a un queue cassé, lui. C'est pas gentil, tu vois.
Voilà, c'est bon, je l'ai. Mais pas cassé d'aujourd'hui. Hein. Je l'ai. Ah, voilà, regardez. bon voilà, c'est fini, allez, ciao. Allez, salut. Ouais, tout ça pour ça. Merci. Putain, le herping avec Luc, ça coûte cher. Non mais il y avoir des gros aussi. Regardez. Hop là, oh, il est retombé, merde. Pas on, gros, voit, ouais. on voit que la queue est bien tachetée. Ouais, il est trop mignon. On lui a pété son biotope, hein. Le pauvre. Vous voyez, On lui a défoncé sa maison, là. Et vous, ça vous fait rire. c'est chouette le herping, bravo. Celui-là, vraiment, ça a l'air d'être plutôt un spécimen adulté. Et en fait, la queue, t'as vu, elle est uniforme. L'autre, elle était tachetée. Elle est plus tachetée, la queue. Elle est, Le museau est très fin, regarde. elle est plutôt uniforme. C'est un adulte, ça, Luc. Il a vraiment la belle queue charnue du gecko. Hop, salut. Ça veut dire qu'il y a de la vie, quoi. Voilà, ça c'est un adulte. Vous voyez, après une fois en main et tout, ils sont plutôt calmes. Ils paniquent pas des masses. Il est plus joli sur un rocher que sur une main, quoi. Carrément. Regardez ce magnifique petit gecko endémique de la région d'Agadir. Si vous regardez bien, la queue est tachetée. Et en fait, il se planque dans ces massifs d'euphorbes. Donc surtout dans ceux qui sont morts en fait. Et donc à propos de surprise, donc j'imagine que tu as des projets pour peut-être mettre de nouvelles espèces d'animaux dans le parc ou des nouveautés pour tes visiteurs. Quels sont les projets que tu as? Donc on a vu les réticulés et anacondas, ça c'est ton nouveau projet pour mars. Voilà, ça c'est la nouveauté de 2019 quoi. J'espère que ça va être bien, que ça va plaire. Ça a l'air d'être en attente pour les visiteurs. En tout cas ici au Maroc, les gens n'ont pas l'habitude de voir des animaux comme ça. Puis bon, on a quand même des belles pièces. Hein, des pièces ouais, on les a vues, on vous les a montrées, vous avez de la chance. Donc oui, mais vous en avez vu quelques-uns je pense. Pas tous en même temps. Exactement, quand donc, ça va être en action, ça va être super. Ouais, j'espère. Hein. Enfin, c'est une préparation de spectacle, toi qui es dans le spectacle. Tu vois ce que c'est? Je suis plus dans le spectacle maintenant, c'est fini. Mais quand on est rock'n'roll et des concerts, c'est vrai. On espère avant, et puis après on ne sait pas ce que ça va donner. Mais on travaille beaucoup, mais bon, pour moi c'est un grand plaisir, c'est pas du travail, c'est vraiment qu'un plaisir. Voilà, et donc après je veux mettre des animaux que j'ai adorés toujours, c'est les singes. D'accord. Et donc on est en train de préparer un espace pour des ouistiti. Ah génial. Donc le ouistiti à pinceau et le ouistiti pygmée qui peuvent cohabiter certaines fois. Et comme on a des grands arbres, là, on a des grands ficus, c'est un endroit où il y a une mini forêt. Ouais, je les ai vus tout à l'heure. Je rêve de les voir dedans. Ouais, c'est génial. Ces 4 en liberté. Donc ça va être un futur projet pour peut-être 2020 C'est ça, dans 1 ou 2 ans, quoi, le temps de le faire doucement, de se préparer doucement, d'essayer de le faire bien et surtout bien pour les animaux. Ouais, génial. Bon bah écoute Luc, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli pendant ce week-end de la Saint-Valentin, c'était vraiment top c'est vrai que c'est la de se revoir. Ouais, bah ouais. On se fait la bise alors. Allez, à bientôt. Merci. Et voilà, notre visite de Croco Park se termine avec ce coucher de soleil voilé sur les crocodiles du Nil. Magnifique image pour finir cette magnifique journée. C'était vraiment génial, on s'est bien éclaté. Allez, salut les crocos! Et on a même du pain en forme de crocodile. Petit détail mais qui a son importance.